5 centres d'information Europe Direct des Pays de la Loire, Mayenne, la Sarthe, la Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée. Nous avons conçu ce webinaire sur le modèle et sur le format d'un webinaire que nous avions organisé le 6 mai avec Valérie Hayet sur la réponse européenne à la crise sanitaire. Dans ce webinaire, nous avions déjà parlé un petit peu de crise économique. Les 5 CIED ont eu envie de récidiver en organisant un deuxième format. Et je remercie Marie-Pierre Védrenne, députée européenne, et Guillaume Roty de la représentation de la Commission européenne en France de nous avoir rejoints. Je vais les présenter dans quelques instants. Quelques mots d'abord sur le format et le schéma d'organisation. Donc, du côté de l'organisation, nous allons fonctionner avec un trio. Le trio est composé d'un animateur conférencier Team Europe, et je salue les collègues Team Europe qui participent à ce webinaire. Et je suis à Nantes, nous allons travailler avec La Roche-sur-Yon et avec Angers. Et donc, je donne la parole à Hélène, puis à Julie pour se présenter. Oui, bienvenue depuis le Centre d'information Europe Direct à La Roche-sur-Yon qui couvre l'ensemble du département de la Vendée. Bonjour à tous, donc Julie Angot, chargée de mission à la Maison de l'Europe Angers Maine-et-Loire Europe Direct, toujours en télétravail à Angers. Alors, et les 5 CIED travaillent bien ensemble. Il y a une personne invisible qui s'appelle Margot et qui, à la Maison de l'Europe de Nantes, est en train d'organiser le webinaire sur Zoom. Nous allons tous devenir des super spécialistes de Zoom. Alors, quelques mots maintenant sur nos deux intervenants. Je remercie d'abord Marie-Pierre Védrenne, députée européenne, qui va compléter la carte de visite telle que je l'ai vue, des études de droit à Limoges et à Rennes, bien connue dans le Grand Ouest, puisque vous avez été directrice de la Maison de l'Europe à Rennes de 2016 à 2019. Vous avez été élue en 3e position sur la liste En Marche aux élections européennes en 2019. Vous êtes membre du groupe Renaissance, et donc ce groupe réunit 98 députés sur un total de 705. Vous êtes vice-présidente de la Commission du commerce international. Vous êtes également membre de la Commission emploi et affaires sociales. Je vous souhaite le bonsoir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette carte de visite? Non, vous avez, je crois, bien tout résumé, bien tout dit. Bien, et puis du côté de Paris, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Roty. Guillaume Roty, vous êtes porte-parole, chef de service presse et médias à la représentation de la Commission européenne en France, et vous avez été attaché économique de 2014 à 2017. Bien le bonsoir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose également à cette carte de visite? Bonsoir, non, rien à rajouter à la carte de visite. En revanche, je suis ravi d'être là ce soir pour discuter avec vous tous. Bon, eh bien, merci. Et puis alors, les autres invisibles, c'est une centaine de participants, des participants des 5 départements intéressés par les questions européennes qui nous ont fait le plaisir de nous envoyer un certain nombre de questions. Donc, c'est à partir de ces questions que nous allons travailler ensemble pendant 1h10 maintenant. Les participants peuvent, dans le courant de ce webinaire, compléter leurs interventions sous forme écrite à travers un chat. Et nous allons nous efforcer avec Hélène et avec Julie de reprendre les éléments du chat qui peuvent enrichir la discussion. Les questions ont été préparées, je dirais, cuisinées entre nous, mais les deux intervenants auront la surprise de voir ces questions qui ne sont pas des questions ni trop difficiles, ni trop impertinentes. Nous sommes des gens raisonnables, mais enfin, donc, il n'y a pas eu de préparation au-delà de ce niveau de fraîcheur dans la question et dans la réponse. Voilà, alors 1h10 à notre disposition et nous avons envisagé de construire le webinaire en 4 parties. 4 parties avec un mini cadrage de ma part de façon à vous faciliter la vie, Marie-Pierre et Guillaume, pour ne pas répéter, je dirais, des milliards et des milliards, de façon à avoir au moins une petite photographie instantanée de la situation, essayer de nous projeter vers l'avenir. Après ce très court cadrage, environ 25 minutes pour des réponses à des questions centrées sur les thèmes économiques, et nous en avons reçu pas mal. Nous garderons environ 15 minutes pour un nombre plus limité de questions qui nous ont été posées sur les questions sociales. 15 minutes sur la dimension internationale de la sortie de crise, donc on ne couvrira pas tout, mais on s'articule bien
dans la sortie de crise, quel est l'international sur lequel l'Europe peut travailler et doit travailler. Et puis 5 minutes de conclusion pour réfléchir. Et réfléchir, si je l'oublie, je vais le dire maintenant, en prévision aussi d'un 3e webinaire qui est envisagé par les CIED à la fin du mois de juin, qui est encore en construction, mais sur les thèmes environnement et Green Deal. Donc, si vous avez moins de questions que prévues sur le Green Deal, c'est logique, c'est que c'est une séquence que nous espérons construire en 3 parties. Alors, quelques 2-3 éléments pour nos auditeurs, pour ne pas les perdre trop en chemin, et puis les intervenants vont certainement me corriger et compléter sans difficulté. Rappelez que nous avons parlé de crise sanitaire avec Valérie Hayet. À l'époque, déjà le 6 mai, nous avions beaucoup de questions sur la dimension économique. Les Européens convaincus que nous sommes, au moins certains d'entre nous, retiendront qu'au mois de mars, le mois de mars était un mois assez décevant puisque, en dehors de la crise qui s'est amplifiée au niveau du Conseil européen, nous sommes arrivés à un désaccord flagrant sur le cadre financier multiannuel, celui qui avait été imaginé et proposé par la commission Juncker en 2018. Et en mois de mars, on était un petit peu nulle part avec un certain nombre de pays dits du club des frugaux, souhaitant ne pas du tout mutualiser des dettes. Et donc, ce résultat avait été difficile à expliquer effectivement aux citoyens qui espéraient déjà des débuts de réponse au mois de mars. Au mois d'avril, le Conseil européen a progressé, il a validé un accord de l'Eurogroupe. Et dans cet accord de l'Eurogroupe, on retrouve 3 éléments, je dirais, de mesures dites d'urgence, mais avec des montants qui sont des montants du jamais vu, puisqu'on parle de 540 milliards. Dans les 540, il y en aurait 100 sur le soutien des mesures de chômage partiel. Ça, c'est des éléments vraiment très novateurs au niveau européen. On a mis sur la table, ou en tout cas évoqué, 200 milliards pour les PME via des prêts de la Banque européenne d'investissement. Et les 240 milliards restants seraient du mécanisme européen de stabilité, un mécanisme toujours bien difficile à expliquer, mais qui recouvre bien la problématique difficile de la mutualisation des dettes. Le Conseil européen a aussi demandé à la Commission à ce moment-là de faire une nouvelle proposition de cadre financier multiannuel, pluriannuel, pour la période 2021 à 2027. Et donc, au mois de mai, nous avons vu se dérouler 2 éléments sur lesquels maintenant nous allons pouvoir élaborer. Le premier, c'est la proposition franco-allemande de relance du 18 mai, avec volonté d'aller vers un schéma de l'ordre de 500 milliards pour des régions et les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, de passer dans ce cadre-là par le budget communautaire. Et donc, un élément que, je dirais, l'histoire retiendra, puisque l'Allemagne change son fusil d'épaule en admettant qu'une mutualisation des dettes n'est pas un péché, à commettre, mais qu'on peut imaginer de tels mécanismes. Le 27 mai, la Commission européenne a proposé un nouveau cadre financier pluriannuel. Ce cadre pluriannuel de 1100 milliards, c'est des sommes colossales, des chiffres assez voisins de ceux proposés en 2018, mais ça n'est pas le total complet, puisque aux 1100 milliards s'ajouterait un gros paquet de 750 milliards, sous un intitulé que Guillaume et Marie-Pierre nous expliqueront de Next Generation EU, à la fois comportant 500 milliards de subventions, je dirais comme demandé par la France et l'Allemagne, et 250 milliards de prêts, comme demandé par les 4 frugaux, et ceci remboursable à des échéances qui vont sembler lointaines à beaucoup de monde, puisqu'on parle de 2027-2028 jusqu'en 2058. Et puis également la proposition de la part de la Commission de relever le plafond de ressources propres de 1,1 à 2% du revenu national brut. Donc, c'est des éléments qui peuvent paraître techniques, mais qui sont vraiment fondamentaux, extrêmement novateurs, et sur lesquels vous allez pouvoir élaborer. Voilà ce que je pouvais essayer de recadrer ou remettre sur la table pour bien démarrer sur l'état des lieux de la situation aujourd'hui. Et je vois nos 2 intervenants hocher de la tête, mais ils vont avoir des questions qui vont permettre vraiment de compléter ce petit panorama. Et si vous en êtes d'accord, à ce moment-là, je vais céder la place et la parole à Hélène,
qui va vous faire des questions et des questions par bloc de 2. Donc, dans le bloc économique, on va passer des questions liées plutôt à la négociation interinstitutionnelle, des questions plutôt sur la thématique des ressources et ressources propres, des questions plutôt sur les dépenses, une fois qu'on a des recettes, pour quelles dépenses, et puis nous verrons si nous avons encore le temps pour d'autres questions sur le bloc économique, sans perdre notre fil conducteur. Donc si vous avez la gentillesse de nous faire des réponses de l'ordre de 3 minutes à chaque fois, on sera dans un tempo parfait. Merci encore et Hélène, je te cède le micro. Merci beaucoup Olivier. Donc nous allons aborder directement la question de ce plan de relance de 750 milliards d'euros qui est une somme assez importante. Et Christine de Vendée et Jean-Marc du Maine-et-Loire vous posent la question suivante. Quelles sont les chances de réussite du plan de relance économique de 750 milliards proposé par la Commission européenne et emprunté en commun? Et pouvez-vous préciser ce qu'il en est des États frugaux qui s'y opposent et éventuellement, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi l'actualité, de repréciser qui sont ces États frugaux? Marie-Pierre Védrenne, peut-être? Alors, bonsoir à tous. Merci de la présentation par M. Brunet du contexte qui, effectivement, permet bien de reprendre les différentes étapes qui ont conduit justement à cette proposition forte de la Commission européenne. Le Parlement européen, de son côté, qui s'était réuni déjà en session plénière à plusieurs reprises, avait porté une ambition plus forte que la Commission européenne, plus forte que la proposition franco-allemande, et je crois que c'est justement notre rôle. Mais moi, comme je l'ai dit aussi dans la presse, je salue la proposition de la Commission européenne qui, justement, est aussi, je pense, un bon compromis, parce que c'est aussi le rôle de la Commission européenne de concilier l'intérêt de chacun des États membres. Pour répondre à votre question sur la chance de réussite, en tout cas, le Parlement européen, quand nous avons proposé notre plan, entre guillemets, et quand nous avons entendu la proposition de la Commission européenne, nous, on veut tout faire pour que ça réussisse. Parce que c'est évident que si il n'y a pas un vote sur ce plan de relance, et je vois les débats qu'on peut avoir à l'heure actuelle, par exemple sur un des fonds, en particulier le fonds de juste transition, ça peut être compliqué. Et du côté du Parlement, en tout cas du côté du groupe Renew, pour nous, il est évident qu'il faut que ça devienne une réalité. Et comme vous le soulignez à juste titre, nous avons 4 États que nous appelons donc les frugaux, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du mécanisme proposé par la Commission européenne, spécifiquement le cadre des subventions. Donc ils sont menés en quelque sorte par les Pays-Bas, avec l'Autriche, la Suède, et j'en oublie donc l'autre, Pays-Bas, Autriche, Suède et Danemark. Et le Danemark. Donc ces 4 pays, je crois que, et c'est ce qu'on porte en tout cas, parce que moi j'ai des membres de représentants de ces gouvernements dans mon propre groupe politique, notamment les Pays-Bas. Et ce qu'on leur fait comprendre aussi, c'est qu'ils ont intérêt à ce que ce plan soit réalité, parce qu'ils bénéficient du marché intérieur dans l'entièreté. Et si nous n'avons pas un plan de relance qui soit à la hauteur, c'est l'entièreté du marché intérieur qui va en partir. Donc on appelle aussi à leur raison, et justement au fait que si cette proposition ne voit pas le jour, ils en subiront des conséquences économiques encore plus importantes par la suite. En tout cas, je pense que du côté Commission et du côté Parlement, nous sommes vraiment engagés pour que ce soit une réalité qui permette justement d'éviter un choc économique encore plus grand avec des conséquences sociales désastreuses pour tous les Européens. Merci beaucoup Marie-Pierre Védrenne, donc députée européenne. La parole maintenant à la Commission européenne avec une question de Jean-Marc, de Bruno du Maine-et-Loire qui vous pose la question: comment allons-nous rembourser le grand emprunt de 750 milliards d'euros? Cela revient-il à endetter la génération future appelée Next Generation EU par l'interlocuteur, qui n'est pas exactement ça, mais peut-être vous allez nous préciser le Next Generation EU. Alors, Next Generation EU, c'est plutôt sur les dépenses. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est plutôt pour construire l'Europe de demain et investir là où on en a besoin. Mais la question est vraiment pertinente, c'est ce qu'on fait avec ce plan de relance, en tout cas ce que nous, on a proposé à la Commission, c'est de dire on a un défi économique
qui arrive une fois dans une génération, un défi économique sans précédent. Il y a quand même, on estime qu'il va y avoir une contraction de l'activité économique en Europe de près de 8%, donc c'est plus encore que ce qu'on a subi pendant la crise économique de 2008. Donc il y a un vrai choc économique, il y a un vrai défi sur lequel il faut être lucide. On a eu tendance à beaucoup regarder la situation sanitaire, ce qui est extrêmement important. Mais maintenant, on va rentrer dans un temps politique un peu différent, qui est celui comment gérer, comment accompagner et comment limiter les dégâts de cette crise économique à venir. On espère tous que le rebond va être rapide, mais il faut pouvoir agir rapidement là-dessus. Et donc, nous, ce qu'on propose à la Commission, c'est de dire on va emprunter de l'argent ensemble. On va emprunter beaucoup d'argent ensemble. 750 milliards d'euros. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, 750 milliards d'euros, c'est en gros, on va les dépenser en plus sur assez peu de temps, donc sur 3-4 ans. On va doubler le budget européen pendant les prochaines années pour accompagner la relance et pour investir pour la relance économique. Donc, on va emprunter beaucoup d'argent ensemble, conjointement, en tant qu'Union européenne. On va l'investir ensemble, là où on en a le plus besoin. Et après, on va le rembourser ensemble plus tard. Comme tout emprunt, quand vous empruntez de l'argent, c'est pour le dépenser maintenant, parce que vous en avez besoin vraiment maintenant, et que vous pensez que ça va générer, que vous aurez suffisamment de revenus dans le futur pour le rembourser plus facilement dans le futur. Et c'est exactement la même mécanique que nous, on propose. Donc, on dit, on emprunte cet argent, c'est la Commission européenne qui va avoir l'autorisation des États membres d'emprunter cet argent et ces 750 milliards, et on va commencer à les rembourser dans le prochain cadre financier pluriannuel. Donc, on en parle, le remboursement, à la limite, c'est peut-être pour faciliter les négociations, mais on se dit, on n'en parle pas tout de suite. On verra plus tard. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui, le remboursement. On sait que collectivement, l'Europe sera assez riche pour rembourser et on pense que grâce à ce plan, on arrivera à créer des richesses qui nous permettront de rembourser, mais ce n'est pas le sujet numéro 1. En revanche, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est qu'on ait quand même des pistes pour pouvoir le rembourser et qu'on sache aussi comment cet argent, quelle va être la répartition entre les pays du remboursement. Et là-dessus, nous, ce qu'on a proposé, c'est de dire, on va le rembourser, et ça, c'est très important d'un point de vue de construction européenne, et c'est peut-être ce qui est le plus nouveau dans le plan, c'est qu'on va le rembourser ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit les 750 milliards, il y en a une partie qui va être remboursée par tel pays au prorata de sa taille, telle partie qui va être remboursée par tel autre pays parce qu'il est un peu plus petit, donc un peu moins. On n'a pas découpé les 750 milliards d'euros. On a dit c'est l'Union européenne qui va rembourser les 750 milliards d'euros. Et ça a deux conséquences. C'est-à-dire que soit on va le rembourser en créant des nouvelles ressources propres, donc des nouvelles taxes européennes qu'on va créer et qui iront directement au budget européen et qui nous serviront à rembourser cet argent qu'on aura emprunté. Et ça, c'est des taxes sur les activités du numérique, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Soit on va rembourser avec la même méthode de contribution que le budget européen a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est les plus riches qui contribuent relativement plus que les plus pauvres au sein de l'Union européenne. En revanche, ce qui est très important à avoir en tête, c'est que c'est l'Union européenne de dans 10 ans, en gros, qui va rembourser. Ce n'est pas l'Union européenne aujourd'hui. Et dans 10 ans, moi, je ne sais pas quelles seront les richesses relatives et les contributions relatives de chacun des États. Donc, c'est vraiment un pas où on se dit qu'on va rembourser ensemble. On a plein de règles pour répartir les contributions de chacun qui sont plus ou moins justes, mais on va les maintenir et on va faire ce remboursement de manière collective. Et donc, on fait porter ça aux Européens et à l'ensemble de la solidarité européenne de se dire on va emprunter cet argent et on le remboursera en tant qu'union. Très bien, merci. Alors, question de Pierre-Louis de Loire-Atlantique, adressée à Marie-Pierre Védrenne. Je lis la question telle qu'elle a été envoyée. Vous portez dans votre combat politique le débat sur les nouvelles ressources propres de l'Union européenne. Les propositions de la Commission 442 finale vous paraissent-elles à la hauteur ? Alors, sur les ressources propres spécifiquement, donc, j'ai ma collègue Valérie Hayet, qui est justement des Pays de Loire, qui est rapporteure sur les ressources propres. Donc, je pense que vous en avez en plus discuté longuement avec elle lors du précédent webinaire, mais là, sur les propositions qui sont faites par la Commission européenne. Du côté du Parlement européen, les ressources propres, ça a toujours été un combat de manière globale et dans tous les groupes politiques
qui est très important parce que justement, ça nous permet aussi de sortir des égoïsmes nationaux qu'on retrouve au sein du Conseil. Sur les propositions qui sont faites par la Commission, sur le volet spécifiquement ressources propres, pour nous, c'est en dessous des ambitions du Parlement européen. Guillaume Rottier évoquait effectivement la taxe sur les services numériques. C'est pour moi essentiel et il faut qu'on arrive à le mettre en place. Mais il y a aussi une proposition de la Commission européenne qui verra le jour en 2021, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il faut aussi qu'on avance, mais il y a plein de questions qui se posent, notamment la compatibilité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a des choses qui sont sur la table, donc c'est positif, mais il faudra qu'on puisse avancer assez rapidement. Et il faudra, là encore, que les égoïsmes nationaux s'estompent pour arriver à des propositions ambitieuses. Très bien. Et concernant justement les dépenses, si on passe à l'autre volet, Philippe de Loire-Atlantique justement demande quelle est la probabilité que le Parlement européen puisse adopter des inflexions fortes par rapport aux politiques précédentes pour accélérer la transition énergétique et écologique, par exemple, décider de ne pas soumettre les investissements verts à la règle des 3%. Alors, sur le volet dépenses, le Parlement européen, c'est pareil, il a toujours été clair depuis sa résolution d'avril. Pour nous, il y a effectivement construire ce plan de relance, mais le construire avec des objectifs, c'est effectivement assurer les transitions sur le volet du pacte vert et sur le volet du numérique. Moi, je crois que la Commission européenne est aussi dans cette ligne-là. Ursula von der Leyen, le combat avant le Covid et les axes de travail, c'était le pacte vert, et on l'a vu encore dans cette ligne-là. Donc pour nous, c'est capital, effectivement, d'assurer les transitions. Et d'assurer les transitions de toutes nos entreprises, c'est justement remettre la relance énergétique, écologique au cœur du plan de relance. Par contre, soyons réalistes aussi, nous avons aussi des voix qui s'élèvent au Parlement européen pour dire que ce n'est pas la priorité, qu'il faut favoriser la relance à tout prix. Mais je crois qu'on a quand même une ambition générale et des voix s'élèvent pour dire que justement, il faut, au travers de ce plan de relance, faire en sorte que les transitions et accompagner nos entreprises pour répondre aux objectifs du pacte vert. Donc là encore, notre engagement c'est total pour que ces transitions soient réussies. Et il y a des questions qui se posent notamment. Et je crois que la Banque européenne d'investissement, aussi dans son travail et dans ses propositions pour soutenir des projets, elle est dans cette même logique, garantir l'accomplissement et nos objectifs. Donc, il faut que justement, on soit tous dans cette même ligne, mais ça passera aussi par des plans nationaux qui iront aussi dans ces mêmes objectifs. Alors justement, pour Guillaume Rottier à la Commission européenne, Anna de Sarthe pose la question: à qui bénéficiera le plan de relance au niveau régional, départemental et communal? Sans faire une réponse qui n'en est pas une à tout le monde, l'un des aspects qui est le plus important dans ce plan et le plus important pour nous à la Commission, et j'espère que c'est partagé au niveau du Parlement européen, c'est que le plan de relance se fasse via le budget européen. Ça a l'air de rien, ça a l'air très technique et on ne comprend peut-être pas très bien ce que ça veut dire quand on n'est pas habitué à ce que c'est que le budget européen, mais c'est super important et pour nous, c'est entre guillemets, alors je ne sais pas si c'est dire une victoire, ce n'est pas encore adopté, mais c'est un marqueur très fort. Parce qu'en gros, ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas créer quelque chose de complètement nouveau, un nouveau mécanisme européen de stabilité, un nouveau outil où on se dirait on va définir des règles spéciales pour le plan de relance, on va dire que les bénéficiaires du plan de relance, ça va être telle et telle catégorie de personnes. Non. Au contraire, on va utiliser quelque chose qui existe depuis longtemps, qui fonctionne depuis longtemps, avec des programmes qui existent depuis longtemps, notamment tous les programmes de fonds structurels, de fonds européens de développement économique régional, de fonds fonds social européens, de fonds de l'aide aux plus démunis, donc des choses qui existent, qu'on utilise, qui marchent plus ou moins bien. Il y a sûrement des trucs à améliorer. Dans nos propositions, on essaye d'améliorer certains éléments, mais en tout cas, sur lesquels on a une expérience. Et on va augmenter le budget temporairement de ces outils-là pour aider à la relance. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment
c'est déjà une marque de confiance dans l'Union européenne et dans son fonctionnement actuel, mais on pense aussi surtout, pour nous, que c'est la seule manière efficace d'y arriver et d'arriver à investir cet argent suffisamment vite à un niveau où on en a besoin, comme le niveau régional. Parce qu'on a déjà les mécanismes en place. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va dire aux gens, ce que vous faites, vous allez continuer à le faire sur les priorités politiques de l'Union européenne, parce que le budget de l'Union européenne, il est là pour assister aux priorités politiques de l'Union européenne. Donc, vous allez investir cet argent sur la transition énergétique et écologique, vous allez investir cet argent sur la transition numérique via les programmes qui existent déjà et sur lesquels vous allez avoir des ressources supplémentaires à dépenser rapidement. Donc ça, on pense vraiment que c'est un élément majeur, que ce soit dans le budget européen. À côté de ça, il y a une grosse partie du plan de relance qui passe par un nouvel instrument qu'on a dû créer, qui va rester dans le cadre du budget européen. Et être dans le cadre du budget européen, c'est tout un tas de contraintes. C'est typiquement, par exemple, que 25% du budget au moins doit être dépensé pour favoriser la transition écologique. C'est une nouvelle règle qu'on veut instaurer qui est que 0% du budget européen doivent aller à l'encontre de la transition écologique et numérique. C'est le principe du ne pas faire de mal à l'environnement. Donc, on a mis une grosse enveloppe pour ce qu'on a appelé un soutien aux États. Donc, en fait, on va dire aux États, écrivez-nous un plan de réforme, de quoi vous avez besoin dans votre pays. Et là-dessus, il y aura sûrement beaucoup de programmes aussi régionaux et locaux. On peut penser à des programmes de rénovation énergétique de bâtiments qui vont vraisemblablement se décliner à un niveau très, très local. Nous, on ne les connaît pas encore, ça va dépendre de chaque pays. Mais en revanche, on sait que comme ça va passer par le budget européen, ça va passer par toute une mécanique dont on pense qu'elle va permettre d'être à la fois efficace, d'alimenter et de soutenir les objectifs européens et aussi d'avoir un contrôle sur comment sont utilisés ces fonds et est-ce que ces fonds sont bien utilisés parce qu'il y a des contraintes et des règles en termes d'audit, d'état de droit. Alors parfois c'est gênant, parfois ça permet trop lentement, c'est trop compliqué, mais ça permet aussi de s'assurer que cet argent est bien investi et que, notamment on parlait des frugaux en début de webinaire, pour eux, c'est quelque chose d'important, s'assurer que cet argent qui contribue, parce que les frugaux, il faut aussi dire que c'est des contributeurs nets, donc c'est des gens qui donnent en général plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. Pour eux, c'est important de s'assurer que cet argent, s'il est dépensé ailleurs en Europe, il est plutôt bien dépensé et ils font pas mal confiance à toute la chaîne de contrôle qui a été mise en place entre la Commission, la Cour des comptes et des choses comme ça. Donc, vraiment, pour moi, la réponse est que dépenser cet argent via le budget européen, ça permet d'avoir beaucoup de garanties sur comment il va être dépensé. Ah, Hélène, on ne t'entend plus. Oui. Alors, un petit son qui manque de Hélène. Et puis, effectivement, moi, je lui rends la parole après pour mettre mon grain de sel tout de même sur ce que j'entends. Il y a évidemment toute la discussion du trio et du Conseil européen sur lequel vous n'avez pas la main. Et je le dis parce que j'ai vu sur le chat une question sur l'influence de l'arrêt de la Cour de Karlsruhe et les raisons pour lesquelles l'Allemagne a changé de trajectoire. Et puis peut-être aussi les Allemands. Là aussi, c'est très intéressant de voir et de savoir qu'au Parlement européen, vous avez forcément dans chacun des groupes politiques un certain nombre d'États. Et peut-être pour faire la liaison avant de rendre la parole à Hélène qui a retrouvé son micro, un petit mot de plus sur l'Allemagne parce que c'est tout de même un élément historique. L'Allemagne change de trajectoire. On a eu la Cour de Karlsruhe. On comprend bien que la présidence va être allemande au niveau du Conseil européen dans la deuxième partie de l'année. On comprend bien qu'Angela Merkel souhaite sortir avec un bon bilan. Mais comment analysez-vous ce changement de trajectoire qui devrait nous aider si l'alignement de planète se maintient bien ? Je crois que ça revient un petit peu à ce qu'on disait en introduction. L'Allemagne, elle tire profit aussi du marché intérieur européen. Donc, elle a tout intérêt à avoir un plan de relance qui permette à tous les États membres de l'Union européenne de rebondir rapidement. Il y a une approche aussi très pragmatique des Allemands. Mais bien évidemment, et je le vois aussi, comme vous le soulignez, on a des représentants de plusieurs États membres dans mon groupe. Moi, j'échange avec mes collègues allemands et tout de suite, les questions qu'ils me posent, ça revient à ce que disait Guillaume Rossi à l'heure actuelle, c'est l'utilisation des fonds, dans quel objectif ça va être fait. On peut le dire, il y a une vraie rigueur allemande dans l'utilisation des fonds. Il y avait cette petite musique que dans certains États, les fonds pouvaient être mal utilisés ou certains États n'étaient pas préparés, mais on a bien vu qu'aussi
cette situation, il n'était pas question de savoir si un État était mieux préparé qu'un autre. On est tous touchés par ce choc sanitaire et il faut donc une réponse exceptionnelle. Et les Allemands en ont tout à fait conscience. Par contre, il faut qu'effectivement les choses soient faites dans les règles. Ça, c'est important. La conditionnalité relative à l'état de droit, comme Guillaume Rothschild disait aussi, moi, j'y suis très favorable parce que on ne peut pas, justement, l'Union européenne ne peut pas donner, c'est pas donner, mais c'est contribuer au budget des différents États membres s'ils ne respectent pas les principes et les valeurs fondamentales qui fondent justement le projet européen. Mais comme je le dis, nos collègues allemands sont très pragmatiques aussi. Ils savent très bien qu'ils doivent favoriser la reprise dans l'entièreté du marché européen. Et puis, c'est la reprise de l'Union européenne pour aussi avoir une voix sur la scène internationale. Il y a, dans les pays que vous citiez aussi, qu'on citait tout à l'heure, dans les frigos, il y en a qui dépendent de manière assez importante des exportations. Donc, ils ont aussi une contraction de leur économie. Donc, il faut trouver des solutions et il faut faire en sorte que, à l'échelle du marché intérieur, les choses puissent reprendre le plus vite possible. Alors justement, c'était exactement la question qui était posée par Isabelle de Vendée. Le rôle du couple franco-allemand est nécessaire dans la relance, mais sera-t-il suffisant pour convaincre les différents États membres ? Le rôle du couple, à chaque fois, le couple franco-allemand, c'est un préalable nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce que sur de nombreuses questions et les questions qui restent souvent difficiles, on est aussi à l'unanimité, donc il n'est pas suffisant. Mais on voit bien que sans cette annonce et sans cette proposition faite par Angela Merkel et Emmanuel Macron, on n'aurait peut-être pas eu cette ambition suffisante de la Commission européenne. Donc c'est un préalable nécessaire, mais qui n'est clairement pas suffisant. Bon, Hélène, peut-être 2 dernières questions à nos intervenants sur le bloc économique. Oui, alors justement, j'allais conclure par la communication parce qu'en effet, c'est des chiffres qui font un petit peu tourner la tête pour le citoyen européen lambda. Un SMIC d'un citoyen est bien loin de ces milliards annoncés. Donc, question à Guillaume Roty de la part de Michel de Mayenne. Quels moyens déployés par la représentation de la Commission européenne en France pour informer les Français sur le plan de relance européen ? Et est-il prévu une communication de synthèse de la communication sur les nouvelles orientations de l'Union européenne ? On fait de notre mieux pour informer les citoyens européens via ce type d'événement sur ce qu'est ce plan de relance et ce que sera ce plan de relance. Mais là-dessus, j'aimerais réellement insister sur le fait que c'est pas un plan de la Commission ou c'est pas un plan franco-allemand ou c'est pas le plan du Parlement. Ce plan ne fonctionnera que si c'est le plan des Européens et des États européens. Et donc, c'est un peu la responsabilité de chacun de communiquer là-dessus. Et on va prendre un exemple très, très simple. C'est si on reste en France, si ce plan est validé à peu près dans les montants tels qu'ils sont aujourd'hui mentionnés, ça va coûter cher à la France. C'est-à-dire au sens où cet argent il va être emprunté, ça sera un remboursement futur. La France est un membre important de l'Union européenne et un contributeur net. Il y a un moment où la France devra contribuer, soit via des ressources propres, soit via une contribution elle-même, au remboursement de ce plan. Et donc, la France est une partie prenante extrêmement importante de ce plan. Et si ce plan voit le jour, ça veut dire que de son côté, ce plan se substituera à une partie de ce que la France pourrait faire pour sa propre relance. Et donc, il faudra que la France aussi communique sur ce plan en disant voilà ce qu'on fait au niveau européen et voilà ce qui se passe et voilà comment on a répondu collectivement au défi économique qui nous est posé. Voilà des projets qu'on met en place en France, mais aussi en Europe, parce qu'on pense qu'ils ont un sens à être menés en même temps sur l'ensemble du territoire. On a lancé une vague, je mentionnais tout à l'heure, de rénovation des bâtiments. On la lance en France, mais on la lance en même temps dans tout un tas d'autres pays parce que chaque tonne de CO2 sauvée en France, c'est très bien, mais si elle n'est pas accompagnée par des efforts aussi dans les autres pays, ça ne suffira pas. Voilà. Et donc, il faut vraiment avoir cette idée que ce plan
il est européen et il sera porté par la Commission, il sera porté par le Parlement, il sera porté par tout un tas d'acteurs politiques, mais la communication, elle doit être, à mon avis, la plus décentralisée possible, à la fois par les différents canaux qu'il y aura et les choses comme ça. Donc, je pense pas qu'il faut, en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de débats sur ce plan, qu'il y ait beaucoup de discussions, de communication et qu'il soit porté par énormément d'acteurs différents, parce que beaucoup d'acteurs seront impliqués là-dessus. Merci beaucoup. Olivier, je te repasse la parole pour la suite du développement de... Oui, c'est ça. Les questions sur le bloc économique, comme vous l'avez compris, elles sont innombrables. Je pense qu'on vous a fait un petit panel, je dirais, représentatif des questions qui se posent. Bon, sur la mécanique interinstitutionnelle, remerciements pour vos explications. Encouragement à nos auditeurs, bien sûr, à suivre les prochaines étapes. Bien expliquer et réexpliquer ce que vous avez fait, qu'on est vraiment dans la barque commune de la proposition et que aussi la communication doit être portée par l'ensemble des acteurs, vraiment avec une dimension européenne, et puis beaucoup d'interrogations légitimes sur on va s'endetter jusqu'au cou longtemps, et que se passera-t-il, y compris une question plus impertinente qui était posée par quelqu'un sur le chat en disant quid si l'Union européenne se disloque dans 20 ans ou dans 30 ans, mais enfin je pense que nous n'allons pas faire des plans sur des mauvaises comètes. Nous espérons bien sûr que les choses vont se faire bien, mais en faisant porter les choses beaucoup sur la prochaine génération. Donc, avec un espoir, évidemment, que la construction soit aussi solide que possible pour les années qui viennent. Bon, cela étant, nous avons aussi un bloc de questions plus court sur la dimension sociale. Et la dimension sociale, j'ai été moi-même étonné de voir qu'il y avait beaucoup de questions sur l'économique et finalement assez peu de questions sur le social. On va vous en faire quelques-uns et c'est Julie qui va reprendre la balle dans quelques instants. Plutôt orienté sur les interrogations, je dirais, de l'avenir des jeunes, emploi des jeunes, accès au marché du travail. Ce n'est pas une surprise, c'est logique. Ça n'est pas non plus sans lien avec la question précédente de la dette, jusqu'à quand, pour qui, comment. Des interrogations aussi du monde économique. Je suis une PME, j'essaye de sauver ma peau. Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour moi dans les années qui viennent? Est-ce que la crise va changer la donne? Et puis, une fois que Julie aura posé 2 ou 3 questions, je vais aussi reprendre la main pour compléter, parce que je pense que vous souhaitez élaborer aussi sur les questions sociales en ne vous limitant pas à la question de l'emploi des jeunes et à la question des PME, mais qui sont des questions sérieuses et tout à fait tournées sur l'actualité. Nous respectons aussi, je dirais, le schéma des questions qui nous ont été posées. Et donc, avec ce cadre, Julie, tu peux prendre la main si tu le veux bien. Alors, on va commencer sur le sujet de l'emploi des jeunes. Pour Marie-Pierre Védrenne, la double question de Célia de Maine-et-Loire et de Sophie de la Sarthe. Donc, comment l'Europe peut aider l'emploi des jeunes et quel message transmettre aux jeunes en questionnement sur leur avenir professionnel et leur employabilité en début de carrière dans ce contexte de crise? Alors, spécifiquement sur l'emploi des jeunes, moi je trouve que le commissaire justement à l'emploi et aux affaires sociales, Nicolas Schmit, pour échanger très régulièrement avec lui dans la commission emploi, a tout à fait conscience que la jeunesse peut être en quelque sorte une génération sacrifiée du fait du Covid, et justement s'engage pleinement sur les questions relatives à la compétence, sur les questions de formation, pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne soient pas justement des victimes du Covid. Il y a énormément de choses. Quand Guillaume Roty évoquait tout à l'heure le budget, que ce soit au travers de fonds spécifiques tels que le Fonds social européen, pour justement faire en sorte d'avoir des formations, sur la question du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, pour faire en sorte que le Covid soit un des critères qui permettent justement, en cas de chômage, d'avoir des formations qui répondent à ces objectifs-là pour assurer un emploi. Puis, un des premiers axes, alors, je veux le citer là, même si votre question elle est spécifique aux jeunes, mais il faut quand même souligner qu'une des premières mesures aussi qui a été prise au niveau européen, c'est le mécanisme SURE, c'est de mettre en place ce mécanisme, un premier pas sur l'assurance chômage au niveau européen. Donc ça, c'est à saluer parce que justement, la dimension sociale, elle a bien été prise en compte. Parce que de ce choc sanitaire avec ces mesures de confinement, on a un choc économique qui va se transformer en choc social et il faut faire en sorte
que justement des populations les plus vulnérables ne se retrouvent pas encore plus sur le bord de la route. Et là, moi, je trouve que du côté commission, du côté Parlement, il y a bien cette volonté commune de travailler sur les questions de compétences pour justement favoriser l'employabilité. Donc, il y a énormément de choses qui sont possibles. Alors, moi, souvent, justement, quand j'échange avec les jeunes, les questions qu'ils me posent à chaque fois, c'est sur Erasmus. Et on est souvent en peine à l'heure actuelle pour répondre parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer dans la réalité de la mise en œuvre du programme. Je ne parle pas du tout sur le volet financier, mais là, je parle vraiment, certains avaient prévu de partir à l'heure actuelle, mais prévu de partir à la rentrée. C'est très compliqué de leur donner des réponses parce qu'on est dans une situation où on ne peut pas tout prédire. Mais vraiment, le focus jeune, il est bien présent. Vous avez cité tous les fonds et il y a cette volonté justement d'assurer un vrai accès au marché du travail. Alors, on enchaîne sur le sujet des PME pour Guillaume Roty. Une question de Xavier de Mayenne. Donc, les difficultés financières des petites entreprises et commerces vont générer des fermetures d'établissements. Peut-on voir un risque de reprise de ces activités par des entreprises qui auraient une assise plus importante? Donc, un risque de voir les grosses entreprises devenir encore plus grosses et des situations de monopole se développer, avec le risque de voir repartir l'inflation et le pouvoir de l'argent. C'est l'un des défis auxquels devra répondre le plan de relance, c'est celui de faire en sorte que pas de PME, nous on dit pas de PME viable ne doivent faire faillite à cause du Covid. Et je crois que c'est un peu l'approche politique qui a été prise par de nombreux pays en Europe, qui s'est traduit en 2 temps. Il y a eu un premier temps un peu d'urgence où on a essayé de prêter de l'argent à des PME qui se retrouvaient en crise de liquidité. Par exemple, vraiment, le restaurant qui ferme, il doit continuer à fonctionner et à payer des charges et à payer des loyers et des choses comme ça, et il n'a plus de recettes, et donc il faut lui prêter de l'argent pour qu'il passe ce cap de la fermeture. Et l'un des principaux mécanismes de ce type-là, ça a été les mécanismes de chômage partiel qui ont été mis en place en Europe et qu'on a accompagnés au niveau européen avec le programme SURE que mentionnait Marie-Pierre. Donc vraiment, cette idée on essaye qu'il n'y ait pas de faillite juste parce que il y a un problème de ce qu'on appelle liquidité, donc j'ai pas d'argent au moment où je devrais en avoir. Mais après, comme souvent dans ces cas-là, ça se transforme en problème de solvabilité, c'est-à-dire qu'on n'a plus suffisamment d'argent et de matelas pour compenser la perte de revenus qu'on a subie pendant plusieurs mois. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est faire en sorte que des entreprises qui étaient viables avant la crise du coronavirus, une PME d'artisans qui fonctionne bien, une PME un peu plus grosse industrielle qui fonctionne bien mais qui a pu vendre, exporter parce que les frontières c'était compliqué, la demande a chuté, un restaurant qui fonctionnait bien mais qui a du mal à réouvrir. On voudrait arriver à faire en sorte que limiter le nombre de faillites, parce qu'on sait que quand il y a une faillite sur une PME, on détruit beaucoup plus et c'est beaucoup plus dur après pour repartir que si on a réussi à la maintenir, si on a réussi à maintenir ces entreprises ouvertes. Donc il y a un vrai coût à avoir des entreprises qui font faillite, qui est vraiment plus dommageable et plus important que de réussir à faire passer le cap. C'est pas juste son restaurant a fait faillite, il va en réouvrir un demain et ça se passera très bien. Il y a un vrai coût. Et donc on veut essayer au niveau collectif européen de faire en sorte qu'il y ait le moins de faillites possible. Après, il y a des entreprises qui allaient mal avant le coronavirus et le coronavirus a juste peut-être accéléré leur faillite et ça arrive et c'est l'économie de marché qui fonctionne et c'est pas forcément négatif si ça permet de réallouer mieux les différents salariés dans des entreprises qui fonctionnent bien. Et donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va mobiliser énormément ce qu'on appelle la Banque européenne d'investissement pour faire 2 choses. Pour prêter de l'argent pour investir dans les différentes entreprises et donc faire en sorte qu'ils aient ce matelas sur lequel ils peuvent se reposer pendant les premiers mois où l'activité va repartir. Ça, c'est ce qu'on a appelé l'instrument de solvabilité. Et le deuxième instrument qu'on va faire, un peu différent, mais qui est dans la même veine, c'est qu'on va regarder, je ne suis pas sûr qu'on soit très inquiet que les PME se fassent racheter par des grands groupes, ça arrive bien sûr. On est surtout inquiet en fait que des PME se fassent acheter par des groupes étrangers, notamment des PME dans des activités stratégiques que certains acteurs qui ont beaucoup de ressources et qui ont les poches assez pleines, et ça c'est souvent des acteurs qu'on appelle des États souverains,
un peu partout dans le monde et qui ont la possibilité de racheter des technologies stratégiques, particulièrement en période de crise. Technologies stratégiques dans le domaine de la défense, du numérique, il y a plein de domaines stratégiques pour la compétitivité européenne. Et ça, nous, on aimerait s'assurer que pendant le plan de relance, on aide ces entreprises qui sont temporairement vulnérables à ne pas passer, à ne pas changer de propriétaire alors qu'on aurait préféré qu'elles restent européennes. Et donc, on a des instruments où on va essayer d'investir dans ces filières stratégiques pour s'assurer que ces PME et ces entreprises restent européennes et continuent à créer de la valeur en Europe. Bon, merci pour ces explications et puis aussi ces encouragements à regarder le social en connexion avec l'économie. Il y avait une question qui était venue sur le chat sur l'économie sociale et solidaire. Enfin, effectivement, c'est aussi l'articulation du monde d'avant et du monde d'après de façon à ne pas se contenter d'être une banque qui alimente les milliards, avec le risque aussi que les PME voient l'Europe comme un élément extrêmement lointain. Donc, un effort commun d'explication pour savoir qui peut faire quoi à quel niveau et d'articulation entre les différents niveaux. Mais peut-être, je regarde le temps qui passe, je vais faire une dernière question sur les questions sociales auprès de Marie-Pierre Vedrenne, en tenant compte, je dirais, de l'agenda social avant la crise et de l'agenda social après la crise, de nous faire un petit tour d'horizon rapide sur ce qui se passe au Parlement européen. Je pense à des thèmes d'actualité qui nous avaient intéressés dans la commission précédente, une autorité européenne du travail, des thèmes qui reviennent, le salaire minimum, des choses qui n'ont pas été évoquées et puis on ne peut pas tout dire, mais qui font que si on est parlementaire européen, on a envie certainement de rebondir sur la crise en disant que le chômage partiel, c'est la réponse de court terme, mais il y a aussi d'autres choses et d'autres choses qui sont peut-être pour une chance, enfin, d'avoir une Europe plus sociale articulée avec l'économie. Oui, je vous remercie parce que ça me permet d'aborder un point qui me paraît important. Et, justement, oui, il y a cette volonté de construire un plan de relance qui soit au service des citoyens. Et donc, il y a un vrai volet social. Et Ursula von der Leyen l'a bien annoncé dans ses différentes présentations. C'est aussi le rôle que va avoir le semestre européen, justement en tant qu'instrument de coordination et en tant qu'instrument de convergence sur le volet économique, mais aussi sur le volet social. Et moi, dans mon groupe politique, justement, je suis rapporteure sur le semestre européen, sur le volet emploi. Et je crois que c'est extrêmement important parce qu'on entend aussi souvent un peu tout sur ces questions-là, et on voit que justement la volonté de l'Union européenne, c'est de garantir davantage de convergence. Quand dans le semestre européen, on intègre les objectifs du développement durable, quand on intègre le socle européen des droits sociaux, c'est justement pour garantir un vrai volet social. Donc ça, c'est extrêmement important. Et du côté du Parlement européen, on se mobilise aussi dans ce sens-là. Et vous évoquez la question donc, du salaire minimum adapté à chaque État membre de l'Union européenne. Là, je pense que c'est plus Guillaume Roty qui pourra en parler, mais la Commission européenne vient de lancer la deuxième étape de la consultation. C'est positif aussi, c'est des pas qui permettent justement l'émergence d'une Europe sociale. Parce que si on n'a pas davantage de convergence sociale, on n'arrivera pas aussi, on aura beau faire la plus belle des communications, à susciter l'adhésion des citoyens auprès du projet européen. Parce qu'à chaque fois, dans les échanges que je peux avoir, ce qui revient toujours, c'est les distorsions de concurrence, bien sûr sur la scène internationale, mais surtout au sein de l'Union européenne. Donc c'est important d'avancer dans cette ligne-là. Je crois que sous la précédente commission, il y a eu des avancées, il faut les noter. Et là, le semestre européen aura un rôle capital à jouer dans le plan de relance comme instrument justement de convergence. Bon, je vais garder l'équilibre. Guillaume, quelques éléments vus de la Commission sur convergence sociale et territoriale, le cas échéant. Mais, je crois que pour rebondir sur ce que disait Marie-Pierre, en fait, on a deux outils. Et moi, je me méfie beaucoup du mot social qui a des connotations extrêmement différentes. Et quand quelqu'un parle, c'est souvent, quand on discute d'Europe sociale, les gens ont souvent en tête des choses très différentes. Mais nous, on avance sur deux pas. Le premier pas, c'est un agenda réglementaire sur l'Europe sociale, qui est celui que mentionnait Marie-Pierre, d'avoir des instruments de salaire minimum juste partout en Europe, celui d'avoir des règles semblables sur tout un tas de sujets qui sont du domaine européen,
l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui était de la précédente commission Juncker, le socle européen des droits sociaux qui a été mis en place par la commission Juncker et dont ce sera aujourd'hui le rôle de la commission actuelle de vraiment faire en sorte qu'il ait des effets concrets. Après avoir le socle européen des droits sociaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 20 grands principes sur lesquels tous les pays européens se sont mis d'accord, qui ont trait à la qualité de la vie sociale et du marché de l'emploi et du marché et des services sociaux essentiels partout en Europe. Maintenant, c'est des principes qui sont écrits et il faut qu'on fasse en sorte que partout en Europe, ils soient réels et qu'ils aient un impact pour les citoyens. Donc ça, c'est vraiment cet agenda-là. À côté de ça, il y a un vrai agenda et c'est cette partie de distorsion de concurrence qui m'y fait penser, de rééquilibrage de l'économie européenne, où on a aussi plein d'outils pour le faire. L'un des principaux outils qu'on a, c'est ce plan de relance. C'est-à-dire que c'est le budget européen augmenté du plan de relance. Que le budget européen, c'est investir de l'argent dans les régions et dans les secteurs qui, en Europe, en ont le plus besoin. Et donc, on a un vrai investissement qui va là où c'est le plus nécessaire. Le plan de relance, les principaux bénéficiaires du plan de relance, ça va être, pour l'instant, d'après la proposition de la Commission, ça va forcément bouger un peu à droite, à gauche, mais globalement, l'idée, c'est que les bénéficiaires du plan de relance, ce soit l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Donc, des pays qui, sur les dernières années, ont l'analyse, et qui est assez vérifiée, qu'ils n'ont pas bénéficié autant de l'intégration européenne qu'ils auraient pu. Et donc, c'est normal qu'il y ait un transfert de solidarité entre les contributeurs nets qui ont beaucoup bénéficié, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, dans une moindre mesure la France, et des pays qui ont moins bénéficié de l'intégration européenne. Et donc, lutter contre cette distorsion sociale et ce sentiment de distorsion de concurrence, c'est vraiment le rôle du budget européen et du plan de relance qu'on met en place. Et là, comme on va avoir des montants beaucoup plus importants, je rappelle, 2 fois plus, on pense que ça va permettre de rééquilibrer ces déséquilibres. Bon, il faut nous souhaiter effectivement arriver à un accord sur cette proposition ambitieuse avec le soutien du Parlement européen et puis aussi d'aller de l'avant sur les questions d'Europe de la santé, sur lesquelles ce n'est pas une compétence qui était terriblement bien, qui était très forte au niveau européen, mais l'actualité nous encourage tout de même à mutualiser davantage. Je vais laisser la parole à Julie pour aborder notre 3e bloc, tout est dans tout, du social. Nous ne voulions pas perdre l'international pour différentes raisons. Une raison tenant simplement au fait que Marie-Pierre Védrenne est membre de la commission sur le commerce international, s'intéresse à ces questions, et puis ne pas oublier évidemment qu'on parle d'une pandémie, donc la réponse à la crise, nous ne raisonnons pas dans une Europe fermée, et les questions économiques et les questions sociales, elles doivent se regarder évidemment dans le monde entier. Et donc, Julie, peut-être une question un peu générale à Marie-Pierre, et puis des questions vraiment ciblées venant de nos auditeurs qui se sont intéressés aux questions de relocalisation et de conséquences pour le commerce. Et puis, nous allons garder un petit peu de temps tout de même pour réfléchir à l'impact géopolitique mondial de la réponse européenne et de la manière dont nous allons aborder les mois qui viennent avec plein de beaux chantiers qui ne dépendent pas de nous, mais qui s'appellent élections américaines, qui s'appellent accords commerciaux, etc., etc. Mais Julie, d'abord, reprends la parole si tu veux bien. Alors, une question de Flavien qui nous vient du Maine-et-Loire pour Marie-Pierre Védrenne. Comment pensez-vous que le commerce international va évoluer sur le plan intra-européen suite à la crise actuelle et étant donné les limitations douanières imposées ? Alors, quand on regarde les chiffres à l'heure actuelle du commerce mondial, que ce soit ceux de l'OCDE, mais aussi les chiffres qui sont donnés par la Direction générale du commerce de la Commission, il y a une vraie contraction des échanges commerciaux, c'est évident. On fera face à une baisse du commerce mondial qui est extrêmement importante. Les premiers chiffres étaient de l'ordre entre 13 et 32% en matière d'impact en 2020. Donc, ça sera très grave, notamment pour des pays qui sont exportateurs. Et comme vous le soulignez, M. Brunet, ça a suscité aussi beaucoup de questions parce que de cette situation-là, on a aussi vu notre forte dépendance vis-à-vis de la Chine. Et c'est évident que maintenant, nous avons beaucoup de débats dans la Commission commerce internationale sur
Alors, la notion de souveraineté, c'est un petit peu comme la notion d'Europe sociale. Suivant les pays et suivant d'où vous parlez, il n'y a pas forcément la même chose. Mais en tout cas, ce sur quoi on parle beaucoup, c'est l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Et c'est là-dessus, pour moi, à quoi on doit tendre, c'est que l'Union européenne a toutes les capacités, de la force aussi de son marché intérieur, d'avoir une politique commerciale qui soit ambitieuse, qui tienne compte des considérations portées par la société civile, qui tiennent compte à la fois la société civile, tous les citoyens européens, et à la fois nos entreprises qui veulent aussi pour une partie exporter, parce qu'on a des entreprises et des savoir-faire en Europe, notamment si je prends dans le secteur agricole avec nos indications géographiques. Donc on a un vrai rôle à jouer pour avoir une mondialisation qui soit basée sur des règles, qui soit juste et qui soit durable. Et là aussi, la Commission européenne, moi, je trouve sur certains aspects, fait des propositions extrêmement intéressantes. L'inconvénient, c'est que sur le volet commercial, on a toujours des débats très passionnés qui sont toujours focalisés sur la conclusion des accords de libre-échange, alors que la politique commerciale, ce n'est pas que la conclusion des accords de libre-échange. Bien évidemment, il y a le moment de ratification au Parlement européen, mais il y a tout ce que ça engendre derrière comme conséquence, et où l'Union européenne exporte aussi ses valeurs au travers de sa politique commerciale. Je crois qu'il y a quand même des lignes à faire bouger sur ces questions-là. Et on le voit, il y a eu des initiatives, notamment l'initiative des ministres au commerce français et des Pays-Bas pour faire en sorte que la prise en compte de toutes les questions relatives au développement durable soit plus prégnante. C'est des vrais débats qu'on porte au Parlement européen parce que ça correspond aussi à une ambition de la société civile, et le volet commercial doit être en cohérence avec nos objectifs du Green Deal et du Pacte vert. Donc c'est important que toutes nos politiques aussi soient bien liées et aillent dans le même sens, parce que comme on a bien vu de cette situation qu'il y avait une vraie interconnexion entre tous les domaines, ça doit se matérialiser aussi par les politiques publiques européennes que nous sommes en train de définir. Alors, je rebondis là-dessus justement avec une question de François de Loire-Atlantique pour Guillaume Roty. La Commission européenne a-t-elle déjà proposé des solutions, taxes aux frontières, mise en cause du dumping monétaire, social et environnemental asiatique, pour favoriser le rapatriement de l'Union européenne des outils de production artisanaux, industriels et d'élevage? Je ne sais pas comment répondre à cette question, parce que oui, on propose plein de choses au quotidien pour que le commerce international soit plus juste, plus en respect avec les valeurs européennes, et crée plus de valeur pour nous, Europe, et pour les autres pays du monde avec qui on commerce. Quand on fait du commerce avec quelqu'un, en général, l'idée, c'est que ce soit bénéficiaire pour les deux parties. C'est pas une question c'est des bénéficiaires pour l'un et pas pour l'autre. Pourquoi beaucoup de productions aujourd'hui ont été délocalisées en Chine? Parce que ça permet aux citoyens européens d'acheter leurs produits moins chers, et ça leur crée du pouvoir d'achat pour acheter des choses qu'ils ne pourraient pas forcément avoir. On a beaucoup parlé de notre dépendance à la Chine sur quelques éléments, quelques molécules essentielles de l'industrie pharmaceutique. Ces molécules, la production de ces molécules avait été délocalisée essentiellement pour des questions de coût par les différents producteurs. Donc, si on relocalise, il faudra accepter de payer un peu plus cher. Et après, c'est là où il y a tout un tas de travail à faire, de savoir qu'est-ce qui est lié à juste une question de prix, qu'est-ce qui est lié à une question de réglementation. Est-ce qu'en Europe, on n'a pas créé des contraintes un peu trop importantes qui font que les gens n'ont pas forcément envie de se relocaliser en Europe parce que ça va être trop compliqué pour des raisons par complexité, ça arrive, hein, il y a des exemples. Donc, quelle est la raison derrière cette relocalisation? En revanche, là, nous, et pour revenir à la question de votre participant. Voilà, je ne savais pas comment dire webinet. Voilà, bref. L'idée, c'est de trouver les outils qui vont faire en sorte que le commerce qu'on fera, si on prend l'exemple avec la Chine, soit le plus juste possible. C'est-à-dire qu'on essaye de limiter les cas de concurrence déloyale en provenance de Chine, parce qu'il y a une partie des choses qu'on va vouloir relocaliser. Et là, je prends l'exemple des molécules pharmaceutiques, parce que c'est stratégique et qu'on se dit qu'on
en cas de pénurie, on a besoin de continuer à savoir les produire nous-mêmes et à la limite, peu importe le prix, parce que ce sera des questions soit de défense, soit de santé publique, soit d'investissement à très long terme. Et ça, peut-être qu'au niveau européen, collectivement, on n'a pas fait assez ce travail de se dire quels sont les éléments stratégiques qu'on veut absolument avoir sur le territoire et garder le contrôle, avoir cette autonomie stratégique dont parlait Marie-Pierre, parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle et on n'est pas à quelques centimes d'euros près de gains de marge parce que c'est trop important. Et ça, il faut faire ce travail et identifier ces filières stratégiques. Et quand je mentionnais que dans le plan de relance, il y avait un outil pour financer ces filières stratégiques, c'est vraiment cet objectif-là. C'est le travail qu'on mène actuellement sur les batteries électriques, par exemple, où on se dit les batteries électriques, on est peut-être prêt à les payer un peu plus cher au début en Europe que ce que peuvent faire les Chinois aujourd'hui, parce qu'on pense qu'on en aura trop besoin dans le futur et il faut qu'on soit capable d'être les leaders dans ce domaine-là. Et donc, on accepte de payer plus cher parce qu'on veut vraiment contrôler notre approvisionnement. C'est un exemple. Avec tout l'autre pan de la politique commerciale qui est beaucoup plus large, qui est celui du comment je m'assure que le commerce se fait d'une manière juste et qu'il soit bénéficiaire à toutes les parties. Et ça, c'est un exemple qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle le dumping, c'est-à-dire faire en sorte que nos partenaires ne nous vendent pas des produits en dessous du prix de revient parce qu'ils en ont trop et qu'ils en ont produit trop. Ce qui arrive notamment beaucoup de Chine en ce moment avec l'acier, enfin en tout cas avant la crise du Covid, je n'ai pas eu l'actualisation depuis, mais en gros, et ça c'est du commerce déloyal. Et ça, on a des outils pour faire en sorte que ça n'arrive plus. C'est ce que mentionnait Marie-Pierre, c'est de la politique commerciale, ce n'est pas forcément un accord, c'est d'autres éléments qu'on met en place, mais c'est au moins aussi important. Et c'est ça qui va faire que le commerce bénéficie plus largement à l'Europe et bénéficie aussi à nos partenaires. D'accord. Alors, peut-être une toute dernière question plus globale pour Marie-Pierre. Une question d'Alain, toujours de Maine-et-Loire. Donc, je le cite. « Avec le recul d'aujourd'hui, je ressens que l'Europe n'a pas été un moteur ni un outil au service des pays européens dans la gestion de la pandémie et que chaque pays a géré de manière autonome sa crise. Il suffit d'observer que chaque pays a opté pour une solutions différentes avec des résultats variables. La gestion de la production des masques, des tests et aujourd'hui des vaccins ne semble pas avoir été ni être aujourd'hui à l'ordre du jour. Faut-il penser que l'Europe a failli dans sa gestion du coronavirus ?» Je cite. Alors moi, je ne partage pas du coup cette analyse-là. Je crois qu'il faut véritablement reprendre, ça a été dit tout à l'heure, la compétence de chaque échelon et la responsabilité de chaque échelon. L'Union européenne, elle n'a pas de compétences sanitaires. Alors voilà, je défends la Commission européenne sur ce point-là. Je pense qu'elle a agi en fonction des compétences qui lui sont données. Elle a fait le nécessaire pour coordonner davantage justement les mesures de confinement. Parce qu'on voit bien quand vous travaillez à la frontière française, quand vous habitez en France et que vous devez aller travailler en Allemagne, concrètement, il faut de la bonne coopération entre les États membres, sinon vous restez bloqué. Et je pense que le constat qui est dressé, il n'est pas à adresser la responsabilité de l'Union européenne. Il y a une responsabilité de nos États membres. Et quand on parlait tout à l'heure sur le volet du plan de relance et sur le volet communication, le rôle de chacun, moi je vais vous donner des exemples dans ma région, en Bretagne. Au travers de la politique régionale, la région a commandé, parce que le Parlement européen, suite à une proposition de la Commission européenne, a voté différents textes pour permettre, dans le cadre des fonds qui restaient de la politique cohésion, de justement commander des masques, commander du gel hydraulique, etc. La région Bretagne a commandé ces masques et elle a affiché avec fierté le fait que 50% de ces achats étaient permis grâce à la politique de cohésion. Donc quand on a justement un niveau local, un niveau national et un niveau européen qui vont tous dans le même sens, on voit justement qu'on peut répondre positivement aux attentes et aux besoins des citoyens européens. Et moi, alors souvent on me dit ça se voit vraiment que tu défends toujours l'Europe. Oui, je défends l'Europe quand elle fait bien les choses et je pense que dans certains cas elle l'a bien fait. Des fois elle n'est pas toujours à la hauteur, mais je crois que majoritairement dans la gestion de ces crises, elle a été à la hauteur. D'autres exemples,
quand on a des ponts sanitaires avec le reste du monde, ou quand on a nos citoyens européens, français notamment, qui sont dans d'autres pays membres de l'Union européenne et qui sont rapatriés sur nos territoires avec l'appui de l'Union européenne. C'est important de le dire que c'est permis grâce à l'appui de l'Union européenne. Et souvent, on ne le dit pas toujours. On dit d'abord que c'est grâce à nous. Et je pense qu'il faut le dire. Mais est-ce que pour autant, il s'agit de dire que tout est merveilleux? Non. Il s'agit justement de continuer à travailler tous dans le même sens pour avoir un plan de relance qui devienne réalité, pour éviter justement un choc social qui soit plus grand et répondre aux ambitions, que ce soit sur le pacte vert et sur le numérique. Donc, je ne ferai pas la même analyse, même si bien évidemment, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et je crois qu'il faut savoir dire de quelle responsabilité il s'agit dans chaque cadre. Si je peux juste rajouter un mot là-dessus. Oui, il nous reste encore un peu. Oui. Moi là-dessus, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Marie-Pierre, mais je voudrais surtout lutter contre quelque chose que j'entends assez fréquemment et que je ressens dans la question telle qu'elle a été posée, qui serait que parce que tous les pays de l'Union européenne n'ont pas fait la même chose au même moment, l'Union européenne ne fonctionne pas et n'existe pas. Ça, c'est complètement en dehors de la réalité de ce qu'est l'Europe et de ce qu'on veut faire avec l'Europe. Aux États-Unis, tous les États américains n'ont pas confiné au même moment de la même manière. Nulle part en Chine, toutes les régions chinoises n'ont pas confiné au même moment de la même manière parce que ça n'a épidémiologiquement pas de sens. La réalité n'est pas la même. Donc, en tout cas, partir du constat que tel pays a fait tel type de confinement à tel moment alors qu'un autre pays a choisi une autre option, je ne pense pas que ce soit un constat qui permette de dire l'Union européenne n'a pas fonctionné parce que personne n'a voulu qu'il y ait une manière uniforme de gérer la crise épidémiologique parce qu'elle n'était pas uniforme de toute façon. Là où on peut dire que c'est un peu dommage ou qu'on aurait pu faire mieux, c'est qu'on aurait pu anticiper un peu plus ces éléments, voir quelles étaient les bonnes manières, partager mieux les données sur l'épidémie, comment elle a évolué, des choses comme ça. Bien sûr, il y a plein d'éléments dans ce domaine de la santé où l'Union européenne, effectivement, n'a pas énormément de compétences, donc c'est peut-être pas celui où on a le plus l'habitude d'échanger et de coordonner. Donc, bien sûr qu'il y a plein d'éléments sur lesquels on aurait pu faire mieux. Je pense que le retard a été quand même pas mal comblé au fur et à mesure des semaines, mais en tout cas, je voudrais vraiment pas que cette idée s'installe que c'est pas partout pareil en Europe, donc ça veut dire que l'Europe marche pas. Parce que ça, dans tous les cas, on est perdant. Parce que si c'est partout pareil, les gens vont dire c'est partout pareil, l'Europe ne comprenne rien à la réalité locale, c'est pas possible. Et si c'est pas partout pareil, l'Europe ça fonctionne pas parce que justement c'est la difficulté de l'Europe, mais c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne et que c'est un projet incroyable, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun fait de la manière qu'il estime la plus pertinente, en coopération avec les autres et de telle sorte que ça marche le mieux possible pour tout le monde. Et vraiment, ça, je pense qu'il faut lutter dans la communication au maximum contre cette idée reçue qui est que si les Allemands ne font pas comme les Français, c'est que l'Europe, ça ne marche pas. Maintenant, c'est très bien que les Allemands ne fassent pas comme les Français et on est unis dans la diversité et les deux mots sont importants. Bon, mais merci pour cet encouragement aux unis dans la diversité. On n'aura pas le temps de tout traiter. Il y avait d'autres questions, par exemple, qui étaient assez bonnes et vous avez lu Le Monde comme moi sur la question des relocalisations, par exemple, de se demander si nous ne prenons pas le risque aussi d'une relocalisation européenne d'avoir une petite Chine à l'est de l'Europe. Bon, ça, c'est aussi un vaste débat sur le dialogue Est-Ouest. Et pas seulement le dialogue nord-sud, mais enfin, on va le mettre dans le paquet commun de la grande négociation qui va avoir lieu. Moi qui ai vu, comme vous, peut-être d'autres dialogues de plans multi-annuels financiers, il y a eu dans d'autres cas vraiment un dialogue difficile entre l'Est et l'Ouest. Ici, on se retrouve plutôt avec un dialogue nord-sud. Peut-être tout de même, en articulant cette question avec quelques mots de conclusion, je vais laisser Guillaume Roty en premier et puis Marie-Pierre en deuxième nous faire un mot final d'encouragement au suivi de l'actualité et effectivement sous le thème Unis dans la diversité. Peut-être moi pour conclure vraiment en deux mots, le premier c'est ce plan de relance est assez historique sur plein de niveaux, ne serait-ce que par la proposition qui est faite par la Commission d'emprunter de l'argent ensemble. Et donc,
cette idée d'être solidaire sur un emprunt pour une cause commune avec des montants aussi significatifs, je crois qu'il y a une vraie dimension historique. On l'avait évoqué au moment de la proposition franco-allemande, une semaine avant la proposition de la Commission, mais je crois qu'il faut l'avoir en tête. D'un point de vue de construction européenne et d'élan, se mettre ensemble comme ça en disant qu'on va solidairement emprunter pour investir là où c'est le plus utile, c'est un vrai pas en avant dans la construction européenne et c'est un vrai lien qui nous unit avec les autres citoyens européens. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est des négociations qui vont devenir techniques, qui vont devenir potentiellement difficiles, et c'est normal, hein, parce qu'on parle d'argent, on parle d'investissement et de choses comme ça. Donc chaque pays va vouloir bien regarder ce qui se passe, mais il ne faut pas oublier de prendre un peu de recul. Et je ne voudrais pas que si, à la fin du Conseil européen, on arrive à un plan de relance qui soit de 600 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne, tout le monde se mette à penser échec de l'Union européenne, on s'est mis d'accord sur 600 milliards d'euros alors que la proposition, c'était 750. Non, ce serait déjà un pas assez significatif et historique de se dire, dans cette logique-là, qu'on emprunte beaucoup d'argent ensemble pour l'investir là où c'est le plus utile. Et donc, je voudrais insister sur garder cette idée-là en tête. Parfait. Merci Guillaume. Marie-Pierre Vedrenne. Je vais rebondir sur les mots de Guillaume Roty. Effectivement, du côté du Parlement européen, à chaque fois, ce qu'on poussait, au-delà de la somme, justement, de la différence qui peut être faite entre nos institutions, c'était cette volonté de mutualiser nos investissements pour bâtir ensemble l'avenir. Et c'est ça qu'on doit retenir, c'est cette volonté-là. Il faut qu'on ait cette volonté commune dans tous les États membres de l'Union européenne, parce que justement, la construction européenne, c'est une construction, c'est mouvant, ça évolue en fonction des chocs et des défis. Souvent, l'Union européenne a avancé dans les crises, dans des situations difficiles. On fait face à une situation extrêmement exceptionnelle. Il y a des propositions exceptionnelles qui sont portées. Donc maintenant, il faut que le Conseil européen soit lui aussi à la hauteur, qu'on arrive à dépasser ces égoïsmes nationaux, parce que la question précédente démontre bien aussi que les citoyens, et quand on lisait justement la presse italienne et les pays qui étaient le plus frappés initialement par la pandémie, ce qu'ils souhaitaient, c'était une vraie réponse européenne, et c'est avoir une Europe au rendez-vous. Et là encore, on veut que l'Union européenne soit au rendez-vous pour le plan de relance. Il y a des propositions qui sont là, qui nous démontrent que justement, quand elle peut être au rendez-vous, elle doit l'être, et elle est là. Donc on continue tous à se battre pour que ça devienne une réalité. Et je pense qu'on a aussi besoin des citoyens et des actions telles que vous les organisez ce soir. Et merci beaucoup, pour justement aussi faire ce rôle de pédagogie. Parce que forcément, alors moi, c'est mon prisme aussi, être passé par les Maisons de l'Europe et Europe Direct, mais souvent on rentre dans de la technicité, dans des jargons, dans des acronymes qui font un peu perdre cher à l'Union européenne. Et c'est un peu dommage, parce qu'avant tout, c'est un projet de construction et c'est un projet de société qui unit les hommes. Donc il ne faut pas l'oublier, il faut se battre pour continuer de le défendre et qu'il soit à la hauteur de la situation. Bien, écoutez, il est 19h15, je vais arriver au temps des remerciements. Donc, remerciements à Guillaume, remerciements à Marie-Pierre pour la clarté de vos propos, vos encouragements à suivre l'actualité, le fait que nous nous intéressions tous à l'Europe, de démultiplier l'information sur ce que nous savons. Remerciements à Julie, remerciements à Hélène, remerciements aux 5 centres d'information Europe Direct, la volonté sans doute aussi dans le Grand Ouest de la France, de s'intéresser à toutes ces questions, d'être un petit peu plus européen que la moyenne française, ça ne peut pas faire de mal par les temps qui courent, d'essayer de combiner de l'économique et du social avec un peu de pragmatisme, de s'intéresser à l'international, parce qu'à l'Ouest, après, eh bien, on regarde de l'autre côté de l'Atlantique. Donc tout ceci devrait nous permettre, pour certains d'entre nous, de nous retrouver fin juin sur un autre webinaire, si les 5 CIED ont la capacité à l'organiser, sur les thématiques environnementales, mais remerciements en tout cas, et suivi sur les réseaux sociaux. Allez voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux des Maisons de l'Europe et du CIED à La Roche-sur-Yon. C'est un CIED, hein, c'est ça Hélène, et pas une Maison de l'Europe. Voilà. Eh bien, on va rester dans les temps, donc bon appétit pour ceux qui vont faire autre chose. Remerciements pour votre attention, remerciements aux participants qui nous ont suivis avec attention. Et bonne continuation, bon déconfinement progressif dans un esprit solidaire et européen.